En 1995, j'étais officier dans la force d'action rapide et je suis intervenu dans le cadre de l'opération de l'ONU dans le siège de Sarajevo. J'étais officier d'artillerie spécialisé dans le guidage des frappes aériennes, c'est-à-dire le guidage au sol des bombardements des avions de chasse de l'OTAN qui avaient été mis à disposition de l'ONU pour stopper les bombardements sur la ville de Sarajevo. Puisque lorsque j'arrive en janvier 1995, la ville est déjà assiégée depuis 3 ans et la population est soumise au tir quotidien des canons serbes. Je suis intégré dans un bataillon de la Légion étrangère qui est localisé sur l'aéroport de Sarajevo, l'aéroport étant le verrou du siège de la capitale bosniaque. Et j'ai une mission qui est très claire, simple, mais un peu difficile à effectuer, c'est de stopper les canons, qu'ils soient d'artillerie ou de chars, qui tirent sur la ville. Et donc, il y a un accord qui a été signé sous l'égide de l'ONU et qui fait que plus aucune arme lourde n'est autorisée autour de Sarajevo. L'ONU a fait mettre en place un dispositif impressionnant pour le faire. L'OTAN a mis à sa disposition une flotte aérienne qui est la plus grosse flotte aérienne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 450 avions de combat disponibles, ce qui veut dire qu'on peut avoir une patrouille d'avions pratiquement instantanément, de jour comme de nuit, quel que soit le temps. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a repéré une pièce d'artillerie, il nous faut quelques minutes pour la détruire. Tout était en place pour empêcher les Serbes de tirer sur la ville. Quand on arrive, ce qu'on découvre, auquel on ne s'attendait pas, c'est que les canons serbes continuent à tirer quotidiennement sur la ville. On localise des armes lourdes serbes qui tirent sur la ville et on prépare des frappes aériennes pour les détruire. Et systématiquement, la frappe aérienne est refusée au moment où elle va être effectuée. D'abord, je pense que c'est une incertitude de l'ONU qui hésite un peu, qui peut-être négocie encore et veut rester dissuasive vis-à-vis des Serbes. Mais à la 10e frappe aérienne qui est stoppée au dernier moment, je commence un peu à m'inquiéter parce que ces armes tirent devant nous sur la ville de Sarajevo, alors que c'est notre mission juste de les empêcher de faire ça. Et là, nous comprenons, qu'en fait, la mission à laquelle nous nous sommes préparés n'est pas du tout celle que nous devons réaliser. Qu'en fait, nous devons protéger les agresseurs serbes. Et qu'en aucun cas, nous ne sommes autorisés à nous en prendre à eux. Et ce n'est pas 10 fois qu'on va refuser que ces frappes aient lieu, mais plus d'une centaine de fois en 6 mois. Une équipe de légionnaires avait entendu des bruits suspects dans la nuit sur une colline vers Lukavica. Il y a un canon qui tire, qui est complètement enterré, et qui tire et qui détruit un bus qui vient chercher les gens qui sortent du tunnel sous l'aéroport de Sarajevo. Le bus est volatilisé, on le voit voler en l'air, on le voit retomber, et tous les gens qui étaient à l'intérieur sont morts. L'opinion internationale est ulcérée, on vit l'événement quasiment en direct, parce qu'il y a des journalistes qui sont là partout. Donc on me donne l'autorisation de détruire la pièce d'artillerie qu'on a vu tirer. Donc c'est vraiment c'est du flagrant délit, quoi. L'ONU a même convoqué la presse sur l'aéroport pour dire « Vous allez voir, on va enfin faire quelque chose contre les Serbes ». Pendant 9 heures, on a fait défiler des avions de chasse qui se mettent en grand risque. Nos avions arrivent, ils descendent très très bas, ils vont sur la cible. À ce moment-là, on reçoit l'ordre « Attendez ». Les avions remontent. Les Serbes avaient vraiment pour objectif de prendre la ville, et notamment de s'emparer de l'aéroport. Donc à plusieurs reprises, ils nous ont bombardés sur l'aéroport dans l'espoir de pouvoir passer par-dessus et rentrer dans la ville de Sarajevo, sans y arriver, en s'en prenant en fait aux soldats qui de toute façon avaient l'ordre de ne pas riposter contre eux. Donc on a été la cible continuelle des Serbes. Au printemps, il y a un changement de politique radicale de la France quand le président Chirac est élu, et quand lui essaye enfin de déclencher une frappe, non seulement la frappe tombe dans le vide, mais immédiatement, les équipes de l'ONU qui en réalité ont été dispatchées sur le terrain au milieu des casernes serbes sont prises en otage. Et là, on se retrouve dans une situation absolument incroyable, c'est qu'on intervient pour essayer de diminuer ce siège de Sarajevo, et nous-mêmes, nous nous retrouvons assiégés par les Serbes,
Et plusieurs de nos hommes sont pris en otage. C'était vraiment l'expression pour eux d'une espèce de garantie de sauf-conduit, quoi qu'il arrive. Et ils ont été sans limite. En mai 1995, la situation s'est incroyablement tendue. Les Serbes, ils assiègent un poste de la Légion étrangère. Il y a une vingtaine de légionnaires qui sont là. Quels que soient les ordres de l'ONU, ils refusent de se rendre sans combattre. Les Serbes qui jusqu'ici ont mené à bien tous leurs ultimatums, c'est-à-dire chaque fois qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre tel ou tel poste, ils l'ont fait. Ils entourent cette ferme de la Šumarska avec une centaine d'hommes et ils sortent même un char. À 17h, ils donneront l'assaut sur la ferme. Le seul moyen de les protéger m'appartient, c'est de faire une kill zone, c'est-à-dire de nettoyer complètement une zone de protection autour de la ferme de la Šumarska pour empêcher tout agresseur d'approcher. On fait venir des avions de l'OTAN et au moment où l'ultimatum arrive à son expiration, je reçois l'ordre de faire dégager les avions. Je suis furieux et je refuse d'obéir à l'ordre. Pour refuser d'obéir à l'ordre, je ne dis pas non, je dis je veux un ordre écrit. Or à ce moment-là, on est enfermé dans un véhicule blindé, dans des tranchées sur l'aéroport de Sarajevo, qui est bombardé par des mortiers serbes. Donc j'imagine pas 2 secondes que quelqu'un viendra frapper à la porte de mon véhicule pour m'apporter un ordre écrit. L'ONU comprend tout de suite que je refuse d'obéir à cet ordre. Ils intiment l'ordre aux chasseurs américains de se tirer. Et les chasseurs, que je connais par hasard, ces pilotes-là, comprennent que la situation est extrêmement grave au sol et ils décident de leur propre fait de faire un passage à très très basse altitude sur les Serbes pour leur faire peur. Ils descendent tellement bas qu'ils soulèvent en remontant les tuiles et ils disparaissent. Les Serbes ne donnent pas l'assaut. Mais moi je comprends que nous n'avons plus les moyens de protéger cette ferme et je file voir le commandant du bataillon de la Légion étrangère pour lui dire voilà, le poste n'est plus défendu. Et je le trouve dans son PC, atterré, parce qu'il vient de recevoir un coup de téléphone du commandant de la force de l'ONU, qui est un ancien officier de Légion, et qui lui a dit, politiquement, il n'est pas souhaitable de frapper sur les Serbes. Et quand le commandant de bataillon lui a dit, mais est-ce que ce sera au prix de la vie de nos hommes? Le général lui a répondu, oui, vous avez bien compris. Vous devrez laisser tuer vos légionnaires plutôt que de s'en prendre aux Serbes. Et là, je découvre, pendant cette opération, que même quand la vie de nos hommes est en danger, nous avons encore l'interdiction de les protéger en frappant les Serbes. Je n'avais jamais imaginé jusqu'ici qu'on puisse sacrifier nos hommes, non pas pour défendre la ville, mais pour défendre une politique qu'on n'a jamais osé afficher tellement elle était ignoble, c'est-à-dire de protéger un agresseur dans un conflit. Les soldats français sont tellement professionnels qu'ils ont accepté cette situation. Alors que je pense que c'était le moment où nous aurions dû dire non, ça suffit. Et pendant mon mandat, j'ai escorté avec des avions de chasse le retour de 18 soldats tués et je me suis arrêté de compter à 60 blessés pour une opération que nous n'avions pas le droit de mener et pour une ville que nous n'avons pas su protéger. Dans la nuit qui succède à l'assaut juste retenu sur la ferme de la Šumarska, les Serbes s'emparent par la force d'un petit poste sur le pont de la Verbania en plein centre-ville de Sarajevo. Ils blessent des Français et dans la nuit, le général qui commande la ville de Sarajevo décide de désobéir. Voilà. Il n'obéit plus à la politique française. Il décide qu'il faut stopper les Serbes, sinon nous-mêmes, nous allons y passer. Et il donne l'ordre de reprendre d'assaut ce poste, par les hommes qui l'ont perdu d'ailleurs, dont leur chef est actuellement le chef d'état-major des armées. Et c'est eux qui, au petit matin, reprennent le poste de la Verbania. Et surtout, c'est la première et seule fois où on montre aux Serbes qu'ils sont allés trop loin. Bien sûr, c'est un acte héroïque, mais on n'aurait jamais dû en arriver là et on n'aurait jamais dû se contenter de ça. C'est-à-dire que c'est anormal qu'on ait attendu toutes ces années et tous ces mois pour enfin stopper les Serbes. Mais surtout, dès que le pont a été repris, on s'est empressé de montrer aux Serbes qu'on n'irait pas plus loin. Les Serbes ont rapidement obtenu, manifestement, un accord tacite sur le fait qu'il n'y aurait aucune frappe aérienne contre eux, puisque dans les semaines qui ont suivi, alors que le siège, notre propre siège et nos otages ont été rendus,
est-ce que ça a été en échange d'ailleurs de ces otages, les Serbes vont conduire les massacres de Srebrenica sous les yeux de l'ONU, puisque toutes les 2 heures, on a un avion de reconnaissance qui passe et qui photographie les crimes de Srebrenica sans qu'il n'y ait aucune réaction de notre part. Et je me souviens très bien qu'au moment de Srebrenica, le commandement me mobilise avec mon équipe spéciale pour aller guider des frappes aériennes à Srebrenica. Nous, on les regarde consternés en disant « ça fait 6 mois qu'on est là, on n'a jamais frappé à Sarajevo, expliquez-nous si vous aurez l'honnêteté de nous envoyer pour réellement frapper les Serbes à Srebrenica ». Et à ce moment-là, ils se rétractent. Voilà. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, ils n'ont réellement envisagé de stopper les Serbes. Et pour moi, il y avait un accord tacite à Srebrenica. Je ne sais pas sous quels étaient les termes de l'engagement, mais sur le fait que les Serbes avaient les mains libres pour massacrer la population de Srebrenica. Quand on raconte que c'est la désorganisation de l'ONU ou son incapacité à donner des ordres qui a fait qu'on n'est pas intervenu pour protéger la ville de Sarajevo, je suis désolé, mais c'est un mensonge. L'ONU ne nous a jamais interdit d'intervenir, elle avait tout mis en place pour le faire. Ce sont les Français qui verrouillaient les postes de commandement, qui ont en permanence exercé de fait un espèce de veto sur le fait qu'il ne fallait pas intervenir. Donc c'est bien l'expression d'une politique qui a été décidée au plus haut niveau de l'État français de ne pas s'en prendre aux Serbes. Il n'y a aucun officier français qui, de toute façon, n'avait la capacité d'imposer une telle politique. Ça n'a jamais été à nous de décider de cette politique d'intervention, c'est entièrement du ressort politique. Tout a été mis en place par le gouvernement de cohabitation de François Mitterrand et d'Édouard Balladur pour que ce soit impossible pour le dispositif militaire de l'ONU d'intervenir. C'est Hubert Védrine qui est secrétaire général de l'Élysée, c'est Alain Juppé qui est ministre des Affaires étrangères, c'est François Léotard qui est ministre de la Défense, et Édouard Balladur qui est Premier ministre. C'est vers eux qu'il faut se tourner et demander pourquoi on a adopté cette politique de protection des agresseurs à Sarajevo. En Bosnie-Herzégovine, au lieu d'alléger les souffrances des Sarajeviens, j'ai eu vraiment l'impression qu'on les prolongeait. On a continué le martyre de Sarajevo. J'aurais largement préféré que la France dise « écoutez, on n'est pas favorable à cette politique d'intervention et donc on se retire ». Mais nous envoyer pour faire le contraire de ce qu'on affichait au monde entier, pour moi, est inacceptable. D'autant que je revenais du Rwanda, l'intervention militaire française pendant le génocide des Tutsis, où nous avons fait exactement la même chose. Nous avons réussi à intervenir dans le dernier génocide du XXe siècle, sans jamais s'en prendre aux génocidaires, et en essayant même de les remettre au pouvoir. C'est quand même très troublant, 6 mois après, de se retrouver à Sarajevo et d'être encore une fois en train de protéger les agresseurs dans un conflit. C'est inexplicable, et à mon avis, c'est globalement indéfendable comme politique. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'un jour les archives soient réellement ouvertes et que les décideurs politiques de l'époque essayent même de se justifier parce qu'ils n'y arriveraient pas. Ma génération a été profondément marquée par Sarajevo parce que nous avons eu le sentiment que nous marchions sur la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les Sarajeviens, nous les avons livrés aux Serbes. Sarajevo a été un échec total qui a marqué les esprits et je n'ai jamais entendu un de mes anciens compagnons d'armes ne pas penser que c'était la situation dans laquelle il ne fallait plus jamais se retrouver. Quand les Américains ont pris le lead de l'opération et qu'ils ont éjecté les Français du commandement, en 48 heures, ils ont stoppé les combats. Donc en fait, on avait tous les moyens de stopper cette agression serbe et on se les refusait. Cette impression d'impuissance est très dure parce que nous étions une armée professionnelle, à mon avis très aguerrie et expérimentée, en tout cas les unités avec lesquelles j'étais étaient très pointues, et que pour elles c'était affligeant de se dire qu'on ne pouvait pas faire comme il faut, remplir comme il faut notre mission. Sarajevo a changé beaucoup de choses. Au niveau politique, parce que la France a été écartée, après l'échec de Sarajevo, la France a été écartée du processus de paix en Yougoslavie. Et ça a obligé sans doute la France, sans le dire, à reconsidérer sa manière de conduire sa politique étrangère, et notamment vis-à-vis de ses alliés européens. Pendant l'opération de Sarajevo, là où la plupart des pays européens souhaitaient agir pour empêcher la guerre de s'étendre, mais empêcher les Serbes de continuer cette guerre, parce que c'est eux qui l'ont initiée,
La France était la seule, pratiquement, à protéger les Serbes. Le vent glacial sur Sarajevo, c'est un témoignage personnel que je souhaitais écrire parce que c'est vraiment une intervention qui m'a marqué. Donc j'ai essayé dans ce témoignage de raconter des faits. Je l'ai construit comme un journal d'opération. Je raconte les faits sans donner mon avis. Je raconte simplement ce qui s'est passé. Vent glacial, c'est ce que j'ai ressenti quand nous avons compris qu'en fait nous étions pris au piège de cette politique jamais affichée par la France de protéger les Serbes à tout prix, alors même qu'ils étaient les agresseurs de cette ville et alors même que nous agissions sous un mandat international. Cette politique d'intervention n'a jamais été débattue en France, ce qui pose quand même des questions en termes de contrôle démocratique, parce que ces opérations ont été menées au nom de la France avec des soldats français. Ça m'a semblé extrêmement important de dire encore une fois la réalité de ce conflit et d'arrêter de se laisser aveugler par une communication qui est, inacceptable. Il faut à un moment dire les choses telles qu'elles se sont passées et pas telles qu'on aurait aimé qu'elles se passent. Et en plus, 25 ans après les faits, de ne toujours pas accepter de le reconnaître. C'est-à-dire d'être encore dans le déni politique, d'essayer de vendre aux Français cette espèce de fable humanitaire où on serait intervenu à Sarajevo pour protéger la ville, alors qu'en réalité on avait en tête seulement de protéger les agresseurs serbes parce que c'était les anciens alliés de la France.